Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à FCRSS sur appel. Cette téléconférence est enregistrée. Tous les participants sont à présent en mode écoute seulement. Si vous êtes branché sur téléphone et que vous avez besoin de l'aide du téléphoniste, appuyez sur étoile 0. Si vous participez sur le web et que vous avez besoin de soutien, sélectionnez l'une des options de soutien technique au bas de votre écran. Je donne la parole à M. Stephen Samis, vice-président programme FCRSS. M. Stephen Samis. Bonjour et bienvenue à FCRSS sur appel, une série interactive de la Fondation canadienne de recherche sur les services de santé. FCRSS sur appel réunit des responsables des politiques, des dirigeants du secteur de la santé, des chercheurs, le public et vous pour participer à un dialogue sur les moyens d'améliorer la santé et les services de santé pour tous les Canadiens. Nous sommes heureux de vous proposer de nouvelles options de connectivité améliorées pour tout notre public, y compris un nouveau système de vidéo en direct avec audio intégré pour vous permettre d'écouter la présentation dans les haut-parleurs de votre ordinateur ainsi que l'interprétation simultanée pour l'auditoire francophone. Si vous avez besoin d'aide pendant la séance, recourez à l'une des options de technique au bas de votre écran. Je m'appelle Stephen Samis, je suis vice-président des programmes à la FCRSS. Aujourd'hui, nous allons parler des politiques publiques et attitudes des Canadiens à l'égard du système de santé. Il s'agit du résultat d'une synthèse de 10 années d'attitude des Canadiens à l'égard du système de santé réalisée par M. Stuart Soroka, professeur à l'Université McGill. Nous sommes très heureux d'accueillir le professeur Soroka, qui est professeur associé au département de sciences politiques de l'Université McGill, M. Ian Brody, conseiller stratégique à la Banque interaméricaine de développement à Washington et ancien chef de cabinet du Premier ministre du Canada. Aujourd'hui, chacun de nos conférenciers va faire une brève présentation et puis nous allons ouvrir la période de questions. Les instructions pour poser des questions vous seront données à ce moment-là. Je suis très heureux de donner la parole au professeur Stuart Soroka. Stuart Soroka. Merci, Stephen Samis. Je tâcherai d'être relativement bref, tout en évoquant un assez large éventail d'analyses réalisées depuis un an. Bon, les éléments qui figurent sur cette diapositive sont assez clairs. Je ne les lirai pas, mais je veux signaler 2 points en particulier. Tout d'abord, il y a une caractéristique des attitudes des Canadiens qui est souvent considérée comme étant une preuve d'incohérence, n'est en fait pas du tout une preuve de cet élément. Quand on interroge les Canadiens à l'égard de leurs soins, des soins qu'ils reçoivent, leur attitude est positive. Quand on leur parle du système en général, leurs attitudes sont négatives. Ce n'est pas uniquement sous l'impulsion des médias. Je voudrais souligner aujourd'hui que le fait de croire que les choses sont bonnes actuellement, la situation est favorable actuellement, mais peut changer, peut empirer dans l'avenir, c'est tout à fait raisonnable. Et si l'on accepte cette prémisse, les attitudes des Canadiens à l'égard du système de santé, des services de santé, apparaissent plus rationnelles et peuvent donc constituer un outil maniable pour les responsables des politiques. Deuxième point, relié au premier, ceux d'entre nous qui travaillons dans le secteur de santé et en particulier et en général dans les attitudes du public à l'égard des services publics, pourrions puiser avec soin dans la littérature américaine qui distingue dans la matière les attitudes à l'égard du passé, à l'égard de l'avenir, les attitudes à l'égard de sa propre situation et celles à l'égard de la situation dans le pays en général. En appliquant cette typologie aux attitudes à l'égard des services de santé, on peut obtenir des résultats très révélateurs, comme nous le verrons, je l'espère, dans un instant. Tout d'abord, un peu de contexte. Cette diapositive montre que la situation actuelle est caractérisée par une tendance à l'égard des attitudes des Canadiens, des perceptions des Canadiens à l'égard de la qualité de leurs soins. Cette courbe reflète la situation depuis 20 ans. Bon, c'est une courbe qui résulte d'une analyse assez approfondie, assez complexe, une vaste gamme, des centaines en fait de questions dans le cadre de plusieurs enquêtes réalisées par de nombreux instituts. Il s'agit d'un algorithme qui tâche d'extraire les tendances sous-jacentes. Bon, les formules mathématiques sont moins importantes que la tendance, bien sûr. Ce que l'on voit sur cette diapositive correspond assez bien ce que l'on aurait pu attendre. Il y a une baisse générale des attentes
jusqu'à un point légèrement postérieur au rapport Romano. Et puis à partir de 2004 environ, il y a une amélioration progressive. Quand on envisage la réforme de la santé et des attitudes des Canadiens, il faut se rappeler que les attitudes des Canadiens à l'égard du système ne sont actuellement pas très mauvaises. Mais il faut se rappeler que ce sont des attitudes à l'égard des soins actuels. Les attitudes à l'égard des soins futurs, des attitudes prospectives, sont plutôt différentes. Bon, cette diapositive clarifie justement ce que je veux dire lorsque j'évoque la distinction entre les perceptions du passé et celles du futur, et entre les perceptions des soins personnels et celles à l'échelle du système. Vous pourrez constater cette matrice des 4 types différents. Ce sont des questions que nous avons posées depuis un mois. En haut à gauche, nous aimerions savoir ce que vous pensez des services de santé que vous recevez. Ensuite, il s'agit des services de santé dont vous et votre famille pourriez avoir besoin à l'avenir. Puis à droite, il y a des questions qui portent sur le système. Par rapport aux 5 dernières années, diriez-vous que les services sont satisfaisants? Et puis, vous attendez-vous à ce que les services de santé dans quelques années? Bon, cette typologie s'applique très souvent dans le secteur économique. Dans les évaluations économiques, on demande souvent, bon, parlez-nous de vos finances personnelles, parlez-nous des finances du pays, parlez-nous de vos finances depuis quelques années, parlez-nous de vos finances ou des finances du pays d'ici un an. Alors, c'est une typologie très utile dans le secteur de la santé également. Alors, il est donc important de noter ici que les questions suscitent des réponses différentes. Nous ne faisons pas appel aux mêmes attitudes exactement. Voici la distribution des réponses entre ces 4 questions. Passé personnel, futur personnel, passé à l'échelle du système, futur à l'échelle du système. Ces données datent du mois dernier. Alors, ce qui est particulièrement frappant pour moi, en tout cas, c'est la proportion de répondants dans les catégories bleues et vertes, les catégories positives, au niveau des 2 questions relatives au passé, par rapport à la proportion de ces répondants pour les 2 questions relatives à l'avenir. Il est évident que les Canadiens sont satisfaits jusqu'ici, mais s'inquiètent de l'avenir. Il importe de noter que le passage de l'expérience passée à l'expérience future plutôt de l'expérience personnelle à l'expérience du système entraîne des résultats moins favorables. Autrement dit, nous pensons que nous recevons des soins de qualité raisonnable, mais que les autres en reçoivent des soins de qualité moindre et que la qualité des soins sera moindre pour tout le monde dans l'avenir. Ces résultats ne sont pas une anomalie. On voit le même écart dans les attitudes lorsqu'on considère les questions dans les sondages au fil du temps. Alors donc, à gauche, il s'agit d'une question sur la qualité actuelle des soins. À droite, il s'agit de réponses aux services dans la communauté et la question de savoir s'ils vont s'améliorer ou empirer dans l'avenir. Vous voyez que les évaluations de la qualité personnelle vont s'améliorant et les évaluations de la qualité future vont diminuant. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi? Ma réponse comporte 2 parties. Tout d'abord, nos attitudes à l'égard du système de santé sont basées sur une combinaison de notre expérience personnelle, c'est-à-dire les nôtres, celles de nos amis, nos proches, et puis les expériences extra-personnelles, c'est-à-dire les expériences et attitudes d'autres inconnus véhiculées surtout par les médias. En outre, et voilà la 2e partie, différents éléments de nos attitudes à l'égard de santé, passé, futur, personnel, système, sont affectés dans une mesure différente par une combinaison d'expériences personnelles et d'expériences extra-personnelles. Voici un exemple de l'impact de l'expérience personnelle. Cette figure est le résultat d'une importante estimation multivariée. Le fait d'attendre les soins, de devoir attendre pour recevoir des soins, a tendance à entraîner une détérioration des perceptions, surtout quand on considère le temps d'attente pour voir un médecin, le temps d'attente en salle d'urgence. Si vous devez attendre pour recevoir des soins, vous avez moins de chances d'exprimer une confiance à l'égard du système de santé. Donc votre expérience personnelle, et bon, nous avons constaté que les temps d'attente en particulier sont importants à l'égard du soutien manifesté envers le système. Dans le même temps, il existe de toute évidence des liens entre le contenu du débat dans les médias et les attitudes des répondants à l'égard du système de santé. Et là, il y a 2 tendances. La tendance dans les articles
il s'agit d'une base de données d'articles dans les grands quotidiens canadiens sur les systèmes de santé. Il y a une tendance dans les articles qui ont tendance à monter en épingle les crises dans le système de santé, d'une part, et la proportion des répondants qui considèrent que le système est en crise. Donc, il y a un lien très étroit. Donc, dans un sens, le contenu des médias compte. On ne nous demande pas de faire une évaluation en répondant à ces questions d'enquête uniquement basées sur nos expériences. On nous demande de porter une évaluation basée sur notre expérience du système, laquelle est, comme je l'ai dit, largement véhiculée par les médias. Donc, résultat, les responsables des politiques doivent simultanément tâcher de gérer les attitudes individuelles à l'égard des soins reçus personnellement et les attitudes à l'égard du système en général. Autrement dit, il ne suffit pas d'améliorer la qualité des soins. Le soutien à l'égard du système est basé sur des préoccupations prospectives et le poids respectif des perceptions personnelles et à l'égard du système a tendance à être différent au niveau des perceptions rétrospectives et prospectives. Les médias pourraient jouer un rôle plus important. Ça ne veut pas dire que les préoccupations prospectives sont irrationnelles. À bien des égards, l'état du système canadien de santé est caractérisé par un déclin. Il se peut que l'expérience extra-personnelle représente fidèlement la situation, l'état de choses. Notre expérience est en général largement positive, mais il y a des prodromes de déclin. Et ce que nous entendons dire et voyons et lisons dans les médias a tendance à le confirmer. Donc, nous sommes satisfaits dans le présent, mais nerveux face à l'avenir. Alors donc, je m'arrête ici et je donne la parole à Ian. Monsieur Ian Brody. Eh bien, merci beaucoup. Moi, je ne vais pas donner un survol de l'opinion publique. Stuart Soroka l'a couvert beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Je voudrais évoquer quelques expériences que j'ai eues en matière de politique de santé lorsque j'étais justement en politique. Il s'agit de points de vue personnels. Bien sûr, je travaille actuellement pour la Banque interaméricaine de développement, mais je pense que la Banque n'a aucun point de vue sur ce domaine. Ce n'est pas non plus le point de vue de mes anciens employeurs. Alors, je m'intéresse à la période pendant laquelle M. Harper et moi-même étions dans l'opposition et non pas de ce qui se passait lorsque j'étais au gouvernement. Mais il s'agissait donc de la préparation de la campagne électorale de 2006, pendant laquelle M. Harper a été élu au gouvernement pour la première fois. Notre plateforme de gouvernement comportait une garantie relative au temps d'attente pour les patients. Et je voudrais commenter les antécédents de cet élément. Donc, je vais aborder les points qui figurent sur les diapositives, pas nécessairement dans le même ordre. De mon point de vue, en matière de politique de santé, du point de vue du gouvernement fédéral, nous disposions d'une grande richesse de données. Il existe de nombreuses enquêtes, aussi bien publiques que privées au niveau du gouvernement. Donc, d'abondantes données issues d'enquêtes sur les opinions à l'égard du rendement du système de santé, et ce, sur une période très longue. Dans le cas du gouvernement fédéral, c'est surtout impulsé par les sommes considérables que Santé Canada a consacrées au sondage d'opinion au fil du temps. L'opinion du public à l'égard des politiques de santé commence assez souvent par une évaluation de l'anxiété du public ou des inquiétudes du public à l'égard du système de santé et des liens entre celle-ci et l'opinion qu'ont les gens des questions de politique en matière de santé. Bon, justement, alors, ce qui ressortait de toutes ces données, c'était que les gens avaient des perceptions de leurs interactions personnelles avec le système de santé qui étaient enracinées dans leur propre expérience, leur propre vécu. Par conséquent, les perceptions personnelles à l'égard des problèmes et à l'égard des réussites du système de santé ne fluctuaient pas aussi nettement au fil du temps que d'autres évaluations, d'autres aspects de programmes gouvernementaux où il y avait pu ou non y avoir le même genre d'expérience. L'évaluation à l'égard de l'économie en général, de l'emploi, en général, ne sont peut-être pas liées à leur expérience personnelle. Tout le monde a eu, en revanche, des contacts avec le système de santé au Canada. Par conséquent, leur
point de vue à l'égard du système de santé et à l'égard de leur propre santé a tendance à ne pas fluctuer autant que les perceptions à l'égard d'autres fonctions du gouvernement. Nous avions affaire à un environnement caractérisé par une forte baisse, un fort déficit de confiance à l'égard des résultats attendus du gouvernement. En particulier, on doutait que le gouvernement fédéral serait en mesure de faire évoluer directement le système de santé. Un déficit de confiance, comme je l'ai dit, au niveau de notre parti. Donc, le déficit de confiance, je commence par là parce que le plus gros problème que nous avions pendant la campagne électorale de 2006 et puis pendant que j'étais au cabinet du Premier ministre, il s'agissait non seulement d'un déficit de confiance des électeurs à l'égard du gouvernement, ce qui est un phénomène général, mais d'un déficit de confiance des consommateurs des services de santé à l'égard des prestataires du gouvernement, mais en particulier les Canadiens considéraient que les différents partis politiques avaient méritaient leur confiance à un degré très divers. Or, le Parti progressiste conservateur se situait en bas de la hiérarchie. Le Parti libéral présentait un fort attachement national dans l'esprit des gens au système de santé au fil du temps, donc un degré élevé de confiance des électeurs à l'égard du Parti libéral, un moindre degré au Parti néo-démocrate, et puis une forte suspicion à l'égard des conservateurs à qui on prêtait des intentions occultes et néfastes. Une forte anxiété à l'égard en particulier d'un accès réduit aux services de santé dans l'avenir. Cela a été renforcé par une sorte de vide de politique en dessous donc de la quasi-unanimité au niveau très général entre les partis politiques quant à l'avenir des politiques en matière de santé. Bon, quand j'ai dit que nous avons constaté que les questions de santé étaient bien souvent au premier rang des préoccupations du public depuis 15 ans, quand on prend les questions les plus génériques, par exemple, quels sont les problèmes qui, selon vous, sont les plus graves en matière de politique gouvernementale? Différents instituts de sondage ont des façons différentes de la poser, mais c'est une question qu'on pose dans la plupart des enquêtes politiques. La santé et les questions de politique de santé sont souvent l'enjeu majeur. Mais cela en soi n'est pas une statistique très, très révélatrice. Nous avions constaté qu'en 2005, en 2006, lorsque nous mettions au point notre programme pour la campagne de 2006, même si la santé continuait d'être l'enjeu numéro 1 au niveau fédéral, l'écart entre la santé et les questions économiques et les questions, par exemple, de la criminalité locale, l'écart avait beaucoup, beaucoup diminué. Car au début des années 2000, on voyait très fréquemment plus de la moitié des répondants dans un sondage national qui désignait la santé comme étant leur préoccupation numéro 1. Mais juste avant la campagne de 2006, il ne s'agissait plus que de 15 ou 16%, donc une chute remarquable, même si statistiquement la santé représentait le premier enjeu, elle ne devançait plus de très loin l'économie. En fait, nous en étions venus au point où la santé devenait par défaut une préoccupation, la préoccupation des gens qui n'avaient pas vraiment de préoccupation spécifique. Mais enfin, quand même, la santé représentait quand même une préoccupation un nombre de gens plus important que ceux qui se préoccupaient de l'économie ou du crime local. Alors, la perception des gens est fortement axée par leur propre expérience, en particulier, pour aller à l'extrême de la diapositive de Stuart Soroka, les gens qui devaient attendre plus d'un jour pour avoir accès à un médecin de famille, les gens qui n'avaient pas de médecin de famille, qui dépendaient des cliniques informelles, avaient des perceptions extrêmement négatives de la qualité d'un système de santé de leur point de vue personnel. Mais quand on a commencé à décortiquer ça, il s'est avéré que les proportions importantes des gens qui n'avaient pas de médecin de famille, 15-20% de la population, la composition de cette tranche de population était en général des gens de revenus plus modiques,
légèrement inférieur au degré d'instruction moyen national, des cols bleus, des gens qui n'avaient pas d'attachement solide et continu à la population active. Nous nous intéressions à ce bassin d'électeurs potentiels, pour conservateurs potentiels pour diverses raisons. Et il y avait d'autres éléments de la plateforme de 2006 qui ciblaient ces électeurs. Beaucoup d'entre eux, en fait, ne votaient pas. Beaucoup d'entre eux n'éprouvaient aucun lien avec la politique. Un de nos autres objectifs, je pourrais entrer dans les détails de questions. Il s'agissait de rejoindre les non-électeurs et de les recruter dans le processus politique au moins une fois. Il y avait donc le blip, un blip dans le déclin des nombre d'électeurs dans le nombre d'électeurs dans les élections canadiennes. Donc, nous avons vu une évolution, par exemple, des listes d'attente pour divers actes médicaux. Ce qui nous a étonné, c'est le fait c'est le nombre de personnes qui estimaient qu'elles n'avaient aucun lien, aucune attache permanente avec le système de santé, et très peu ou des attentes très limitées s'agissant d'une amélioration réelle au fil du temps. Alors donc, on en vient à la dernière diapositive. La promesse fédérale en 2006 d'offrir une garantie à l'égard des temps d'attente, des listes d'attente. Bon, tout cela avait été issu de plusieurs rapports de comités, etc. Il y avait des groupes bipartisans au Sénat. Alors donc, il y avait donc cette partie de la population qui n'avait pas de contact bien spécifique à l'égard donc d'un médecin de famille personnel, leur expérience personnelle de temps d'attente extrêmement prolongé. Dans un sens, c'était assez facilement compréhensible. En ce sens que nous tâchions de rejoindre des gens qui éprouvaient un profond cynisme à l'égard donc de la politique en général, qui se sentaient détachés du processus politique et qui ne croyaient pas qu'il était possible de faire quoi que ce soit de spécifique pour améliorer le système de santé du point de vue du gouvernement fédéral. Nous avons tâché de faire une promesse aussi concrète que possible. Je n'entrerai pas dans toutes les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas allés aussi loin, nous n'avons obtenu des résultats que nous avions attendus. Nous avions rédigé la plateforme en prévision d'un gouvernement majoritaire. Nous n'avions pas de gouvernement majoritaire en 2006-2007. Cela a joué un rôle également. Mais je remarque que dans la campagne fédérale, plutôt la campagne provinciale de l'Alberta en mars et avril, le parti Wild Rose, qui était dans une position stratégique semblable à celle que nous occupions en 2006, a fait une promesse très semblable. Bon, c'était conçu différemment parce qu'il s'agissait d'une campagne de niveau provincial et que la province est bien entendu plus proche du système de santé de détail que nous ne l'étions. Je ne sais pas s'ils avaient procédé aux analyses a posteriori que nous avions réalisées. Même si ils n'ont pas obtenu d'aussi bons résultats pendant cette campagne qu'ils l'auraient espéré, mais ils avaient créé une campagne, une plateforme cohérente et une coalition cohérente, et ils ont remporté 20 sièges dans l'Assemblée provinciale, dans la législature provinciale. Nous verrons si ce genre de promesse refait son apparition. Globalement, le degré d'anxiété à l'égard du système de santé, comme Stuart Soroka l'a signalé, cette expérience a décliné au fil du temps. Le degré de satisfaction à l'égard du système de santé s'est amélioré depuis 2004 ou 2003, selon la série chronologique que l'on considère. Cela pourrait également être relié au fait que le gouvernement fédéral s'est abstenu d'utiliser sa position dans le système fiscal pour impulser des réformes, même celle de la garantie que nous avions proposée en 2006. Monsieur Stephen Sammis. Eh bien, merci beaucoup. Merci Stuart Soroka, merci Ian Brody. Alors donc, vous pouvez poser vos questions aujourd'hui en utilisant votre ordinateur. Veuillez cliquer sur la boîte des questions en bas à gauche de votre écran.
lorsque vous posez une question, nous vous demandons de préciser à qui la question s'adresse et de poser une seule question à la fois. La première question est posée par Irène. La question s'adresse à Stuart Soroka. Stuart, quelles sont les tendances de l'opinion à l'égard de la prestation de services de santé à but lucratif ou non lucratif ou de la privatisation, selon les aspects que vous auriez étudiés? Monsieur Stuart Soroka. La question est délicate parce que le fait de poser des questions sur les soins privés dans les sondages, c'est assez difficile. Il y a des données, oui, mais il est difficile d'interpréter ce que les instituts de sondage entendent par les soins privés et ce que les répondants entendent par les soins privés. Vous êtes certainement au courant, beaucoup plus que moi, de ce problème. Alors, il existe énormément de données, une énorme masse de données. Il est difficile de nous faire une idée, par exemple, de ce que les gens pensent de la privatisation d'éléments spécifiques. D'éléments spécifiques du système. Mais ceci étant dit, la tendance générale depuis 15 ans, disons dans la proportion de répondants de Canadiens disposés à envisager des options privées, bon, si on se concentre sur des questions qui envisagent, par exemple, le fait de payer pour avoir un accès plus rapide, les tendances sont semblables. Il y a de plus en plus, les gens sont disposés à envisager des options privées, mais en même temps s'inquiètent de l'avenir du système de santé. Autrement dit, plus ils s'inquiètent du système de santé, de l'avenir du système de santé, plus ils sont disposés à envisager des options privées. Je dirais que, à son point culminant, l'intérêt à l'égard des options privées au Canada est fractionné à peu près 50-50. 50% de la population s'oppose nettement à la plupart des formes de privatisation. 50% des gens sont disposés à envisager la privatisation. Bon, c'est l'une des raisons pour lesquelles je soutiens qu'il est important pour les responsables politiques d'envisager non seulement les attitudes actuelles à l'égard du système, mais les attitudes à l'égard du système dans l'avenir. Car ce genre de soutien continu du public à l'égard du système de santé canadien dépend en partie des attitudes du public à l'égard de l'avenir. Et ce soutien du public peut prendre la forme de réponses aux questions relatives au soutien à l'égard du système actuel, mais également peut prendre la forme de la mesure plus ou moins élevée dans laquelle les gens sont disposés à envisager justement donc ces options pour l'avenir. Monsieur Stephen Samis, merci beaucoup. Une autre question à l'égard de Stephen Soroka. Bon, vous avez distingué les éléments relatifs à l'expérience personnelle et à l'expérience extra-personnelle. Vu que certains secteurs de la population utilisent peu le système de santé et d'autres, comme les personnes âgées, l'utilisent plus, vous avez des perceptions à l'égard des utilisateurs purs et durs, c'est-à-dire des gens qui ont plus de contact avec le service de santé. Monsieur Stephen Soroka. Eh bien, nous pensons que les gens Monsieur Stuart Soroka, nous pensons que les gens qui utilisent le système de santé le plus souvent sont plus satisfaits du système. Ça, c'est en partie parce que ceux qui utilisent le système de santé plus souvent ont tendance à exiger plus qu'une simple visite chez l'omnipraticien ou une visite et donc une attente à la salle d'urgence. Ils passent au palier supérieur des soins. En général, la qualité des soins, plus on progresse au-delà, disons, de la salle d'urgence, la qualité des soins s'améliore. Alors, donc, le fait que l'utilisation accrue entraîne un soutien plus fort, c'est un produit sans doute du fait que certaines personnes qui utilisent le système de santé plus souvent utilisent des éléments différents que ceux qui l'utilisent très peu. Les gens qui utilisent le système très peu, une fois tous les 2 ans, ils veulent prendre un rendez-vous avec leur omnipraticien où ils emmènent leurs enfants à l'urgence une fois tous les 3 ans. Monsieur Stephen Samis. Ian Brody, une
question pour vous. Quelle influence les attitudes négatives du public à l'égard des soins de santé auront-elles pour l'élaboration des politiques dans l'avenir, en particulier les politiques relatives aux soins de longue durée pour la population vieillissante? Monsieur Ian Brody. Je crois, mettons que je crois que pour que le problème devienne suffisamment aigu pour susciter un débat public, une fois de plus, il faudra qu'on passe à un degré d'insatisfaction à l'égard du système qu'on a constaté à la fin des années 90, au début des années 2000. Je crois que, au fur et à mesure que les chiffres reviennent dans le graphique que Stuart nous a montré, il y a suffisamment de matière pour susciter une réponse, une réplique, disons, partisane. Je ne parle pas de groupe de réflexion. Je pense à une campagne partisane entre des partis politiques qui exigent certaines préparations du terrain. Je pense que nous n'y sommes pas encore. Je ne sais pas combien de temps cela prendrait pour revenir à cette situation. Vu le degré des transferts fédéraux qui sont garantis d'ici presque une décennie, je pense qu'à la fin de cette période, il faudra prendre des décisions qui pourraient amener un relèvement du degré d'insatisfaction. Il pourrait s'agir d'un problème qui ferait l'objet d'une compétition partisane. Mais je pense que les chiffres, je ne vois pas vraiment de chiffres qui parviendraient, que les chiffres d'insatisfaction remonteraient à l'égard, remonterait jusqu'au point où il ferait une différence importante au niveau des 2 prochains cycles électoraux. Bon, la pression continue de s'exercer, bien sûr, au niveau de la demande et au niveau du financement. Mais je crois que dans la mesure où la nouvelle attitude du gouvernement fédéral prévoit que, nous allons fournir des niveaux stables de financement aux provinces et puis prendre 10 ans de recul. Je ne pense pas que cela fera l'objet d'une campagne électorale fédérale prochainement. Mais à un moment donné, il y aura une élection où la santé figurera en bonne place et encore une fois, l'on s'efforcera à ce moment-là de trouver une politique transparente qui serait compréhensible au niveau de détails, pas nécessairement une garantie en ce sens qu'il s'agit, comme vous avez voulu l'articuler en 2006, comme nous avions voulu faire un suivi au niveau du gouvernement, mais à ce niveau de clarté pour les électeurs, parce que sinon, une promesse plus générique sur le financement ou sur des niveaux de service, dans une élection, c'est banalisé. Les électeurs ne tiennent pas vraiment compte de ces promesses, à moins qu'elles ne soient très concrètes et très spécifiques. Pour les électeurs, ce n'est pas vraiment tellement pertinent pour les performances du système. Monsieur Stephen Sammis. Merci. Une autre question pour vous, Ian Brody. Question posée par David. On a beaucoup parlé dans les médias de la nécessité pour le gouvernement fédéral de jouer un rôle de leadership dans la réforme des soins de santé. Est-ce que cela montre le manque de confiance qu'ont les citoyens à l'égard de leurs gouvernements provinciaux au niveau des réformes? Et deuxième partie de la question, quel nouveau rôle de leadership le gouvernement fédéral pourrait-il ou devrait-il envisager? Monsieur Ian Brody. Pour le premier point, comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne l'impératif partisan pressant, ce sont surtout des trésoriers provinciaux qui ne sont pas fâchés, qui ne sont pas contents de l'annonce sur le financement de 10 ans qu'a fait le gouvernement fédéral. Moi, je pense que cela n'aura vraiment pas d'écho au niveau fédéral dans un sens ou dans l'autre. Il s'agit donc d'experts qui interpellent d'autres experts et ça intéresse surtout les experts en matière de questions budgétaires de santé. Mais moi, je vois vraiment pas de relais au niveau public qui amènerait quiconque au niveau du gouvernement fédéral à prendre une position politique dans un sens comme dans l'autre. Quelles sont les réponses possibles au niveau du gouvernement fédéral? J'en reviens encore une fois à ce que je disais. Donc, il y a des secteurs de prestations de santé
qui sont au niveau directement au niveau du gouvernement fédéral. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau des autochtones en particulier. Je crois que à l'heure actuelle, le gouvernement fédéral s'intéresse surtout en matière d'éducation des autochtones. Bon, il y a suffisamment de problèmes dans ce domaine-là déjà. Et bien sûr, la question de l'éducation est reliée à la question de la gestion économique en général et du développement donc de la population active que auquel le gouvernement s'est attelé depuis un an et demi. Est-ce que la question de la santé reviendra dans ce contexte? Oui, le gouvernement conservateur est de plus en plus le parti des autochtones, en ce sens que la base du soutien des gouvernements conservateurs est de plus en plus autochtone dans sa composition. Et à un moment donné, je suppose que on va parvenir à une masse critique où il ne suffira plus de se concentrer sur l'éducation, il faudra aller plus loin. Monsieur Stephen Sammis. Stuart Soroka, nous savons que les attitudes peuvent être affectées par les prédispositions, les idéologies, les valeurs sous-jacentes. À quel point les attitudes que vous avez décrites sont-elles reliées à des prédispositions ou sont-elles enracinées? Monsieur Stuart Soroka, dans une large mesure, à notre avis. Les travaux dans ce secteur ont surtout été réalisés par des personnes qui ont travaillé dans le contexte des élections canadiennes. Mais il y a pas mal de données dans ce domaine. Il s'agit surtout de l'étude sur les élections canadiennes. En général, le consensus veut que la plupart de nos attitudes en matière de politique sont reliées, d'une part à des considérations démographiques, ce sont des intérêts. Si vous avez plus ou moins d'argent, vous avez des intérêts différents à l'égard du gouvernement. Ça varie selon l'âge, selon le degré d'instruction, le sexe. Et puis, il y a les prédispositions sous-jacentes que je définirais comme étant, c'est les attitudes qui sont reliées à l'étendue appropriée du rôle du gouvernement et la fiabilité avec laquelle le gouvernement est capable de faire certaines choses. Donc, d'une part, il y a des gens qui demandent est-ce qu'on devrait avoir beaucoup de gouvernement ou peu de gouvernement, un État-providence ou non. Et puis, il y a également d'autres attitudes à l'égard de, qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait faire en général? Est-ce que le gouvernement a tendance à tout bousiller ou si, en revanche, quand le gouvernement s'efforce de faire quelque chose, a tendance à bien faire les choses? Donc, ces prédispositions comptent à l'égard des attitudes en matière de santé. Je ne suis pas sûr quelle serait la proportion de l'écart que j'attribuerais à un ensemble de variables ou un autre. Mais disons, les données que nous considérons quand nous nous intéressons à l'impact de l'expérience, l'impact des médias, constituent donc un contrôle pour les autres variables. Nous nous intéressons à créer un modèle des attitudes à l'égard du service des soins de santé qui tiennent compte de l'impact de la démographie, de ses intérêts, de ses prédispositions sous-jacentes et de l'impact des intrants plus actuels. Monsieur Stephen Sammis, encore une question pour vous, Stuart Soroka, de Brad en Nouvelle-Écosse. Les Canadiens reconnaissent le rôle des grands déterminants sociaux de la santé dans leur réflexion à l'égard de la santé. Est-ce qu'ils considèrent toujours que pour changer le système, il faut plus de lits et plus de médecins ou est-ce qu'il faut convaincre les gens de faire plus d'exercice et de mieux manger? Nous savons que l'environnement dans lequel nous vivons, nous travaillons, nous nous divertissons a un impact. Est-ce que vous avez vu dans vos sondages si le public le considère également? Monsieur Stuart Soroka. Je ne dirais pas que je l'ai vu directement. Je pense que dans la mesure où les Canadiens se préoccupent des déterminants sociaux de la santé, ça n'a eu aucun impact sur leur préoccupation à l'égard du nombre de médecins, de lits d'hôpitaux et sur les temps d'attente, surtout les temps d'attente. Donc, ce genre de préoccupation plus générale à l'égard des déterminants sociaux, dans la mesure où ils ont été assimilés, n'ont pas affecté, n'ont pas atténué les autres préoccupations. Les gens ne sont pas moins préoccupés par les temps d'attente, ne se concentrent pas plus sur les déterminants sociaux. Et quand on pose des questions générales, des questions ouvertes au sujet des questions importantes en matière de santé, c'est toujours le cas. On s'intéresse surtout donc au temps d'attente et au nombre de médecins, et cela n'a vraiment pas changé depuis 10 ans. Ceci étant dit, quand on réalise une analyse du contenu médiatique sur la santé, la proportion
d'articles dans les journaux canadiens portant sur la santé et le bien-être a augmenté de façon régulière depuis 15 ans. Donc, il y a plus d'informations, au moins sur les problèmes de santé et de bien-être, des questions plus générales quant au lien entre l'inégalité et les résultats de santé. Il y en a très, très peu dans les médias. Mais il y a donc très peu d'écho dans les sondages d'opinion. Mais ceci dit, les sondeurs n'ont pas vraiment fait de grands efforts pour débusquer ces attitudes. Elles ne ressortent pas des questions ouvertes. Peut-être si on posait des questions plus directes, nous aurions des résultats intéressants. Monsieur Stephen Samis, encore une question. Question d'éclaircissement de Leslie Sainte-Élisabeth. Elle voudrait que vous, Stuart Soroka, que vous donniez un éclaircissement. Vous avez dit que les gens qui utilisent le système davantage sont plus satisfaits. Elle avait cru entendre le contraire hier soir à un événement du Conference Board du Canada avec André Picard. L'éclaircissement. Vous dites que les gens qui utilisent le système davantage en sont plus satisfaits, oui ou non? Monsieur Stephen Soroka, moi je dirais oui. Bon, je sais que ma réponse ne vous satisfera pas, mais moi je travaille avec des modèles à variables multiples et nombreuses, très différents des analyses croisées que la plupart des journalistes et des sondeurs utiliseront. Bon, ça peut sembler ça peut sembler un peu mesquin. Mes données sont meilleures que les leurs, mais bon. Le problème, c'est de distinguer. Il y a en fait deux problèmes. Et lorsqu'il s'agit d'identifier l'ampleur de l'effet d'utiliser le système d'avantage. Les gens qui utilisent le système d'avantage utilisent des systèmes différents, des services différents de ceux qui utilisent moins le système. Alors, il est difficile de faire une comparaison directe. Vous ne comparez pas des éléments comparables. Comparez, les gens qui vont à l'urgence une fois tous les 3 ans et les gens qui subissent une intervention chirurgicale, qui sont admis à l'hôpital, qui doivent voir des spécialistes régulièrement. C'est un vécu complètement différent. Et le système de santé réussit mieux certaines de ses prestations, moins bien d'autres prestations. Bon, puis il y a des gens qui sont gravement malades, qui voient régulièrement des médecins et qui sont inscrits sur des listes d'attente. Ça, c'est différent. Nous savons que la longueur de la liste d'attente, ça compte. Donc, il se peut qu'il y ait des impulsions contradictoires. D'une part, il y a des gens qui reçoivent des services qui sont bien mieux perçus que ceux d'une salle d'urgence, d'une part. D'autre part, certains de ces patients attendent beaucoup. Alors donc, c'est peut-être, ça influe peut-être dans l'autre direction. Et puis, là j'en reviens aux déterminants sociaux de la santé, les gens ne sont pas aléatoirement attribués à certains états de santé. Les gens qui ont des états de santé prolongés sont différents de ceux des autres, et économiquement, socio-économiquement, et au niveau des attitudes. Il y a des différences importantes entre les gens qui ont des affections continues ou prolongées et les autres. Donc, l'une des difficultés pour les chercheurs qui se basent sur les données d'enquête consiste à distinguer l'effet de l'utilisation du système indépendamment du secteur du système que vous utilisez, d'une part, et d'autre part, tous les éléments socio-économiques qui ont contribué à ce que vous deveniez quelqu'un qui utilise le système beaucoup ou très peu. Donc, c'est une façon très prolixe de dire, ça ne m'étonne pas beaucoup qu'il y ait des résultats contradictoires. C'est en fait très difficile de débusquer ce renseignement en particulier. Monsieur Stephen Samis. Bon, une question de Stephen. Ian Brody, est-ce que vous pensez que le sous-financement systématique a créé le contexte des temps d'attente prolongés et de la difficulté d'accès aux médecins? C'est-à-dire que les partis politiques doivent prendre une responsabilité considérable de l'abaissement de l'humeur des Canadiens en matière de services de santé. Et ça, c'est la question. Et moi, j'ajouterais une question, un corollaire. Et quand les politiciens reviennent et disent maintenant on va régler le problème, pourquoi y a-t-il tant de scepticisme? Monsieur Ian Brody. Eh bien, c'est une bonne question. Je dois dire, je n'ai aucune idée. Je doute que l'impact patient par patient de différents modes de gestion et de financement
et de formation professionnelle, etc., de déploiement au niveau institutionnel, etc., soit vraiment facile à déterminer. Alors donc, je ne sais vraiment pas. Tout ceci étant dit, toutes choses étant égales, bon, le financement, c'est important, bien sûr, mais je pense que il est difficile de dire que tous ces facteurs ont une influence égale. Bon, je n'ai jamais vu de données permettant de conclure que, lorsque j'étais au gouvernement, que les gens considéraient qu'un investissement fédéral massif allait faire beaucoup de différence et que je n'ai vu aucune donnée qui m'amenait à croire que les électeurs pensaient qu'un investissement fédéral massif aurait eu beaucoup de différence, dans un sens comme dans l'autre. Je crois qu'on verra une expérience naturelle très imparfaite au cours des 10 prochaines années. Parce que le gouvernement fédéral a donné des indications très claires de sa contribution au cours de la décennie à venir. Donc nous verrons comment différentes provinces y réagiront. Et à la question de base, je ne crois pas que je sois vraiment en mesure d'y répondre. C'est une question analytique très complexe et je n'ai pas l'expertise voulue. Mais de toute évidence, le degré de méfiance du public à l'égard de la capacité des gouvernements à gérer des systèmes complexes de façon raisonnablement compétente va bien au-delà des soucis qu'ont les gens à l'égard du système de santé au Canada. C'est un problème plus général qui se répercute dans toute une gamme de questions de politique publique à la compétence fédérale et qui sont beaucoup plus compliquées même au niveau provincial où les décisions opérationnelles sont prises. Monsieur Stephen Tamis. Bon, une autre question pour vous, Ian Brody, qui vient de PAM. Bon, là, on revient à l'élection de 2006. Vous parliez de, la garantie des temps d'attente et l'importance des soins de santé dans les sondages par rapport à d'autres dossiers. Est-ce qu'il y a eu d'autres idées autres que la garantie qui ont été testées? Par exemple, l'expansion de la couverture des médicaments sur ordonnance ou des soins de santé soins dentaires pour les enfants. Monsieur Ian Brody, non. En réalité, on n'avait pas vraiment beaucoup de sondages très évolués sur la garantie la garantie en matière de temps d'attente lorsque nous l'avons proposée. Il y a une raison très spécifique. Lorsque j'ai commencé à participer au processus de rédaction de la plateforme pour ce qui devait devenir la campagne de 2006, à la fin de l'été 2005, nous prévoyions une élection en mars-avril 2006. Or, l'élection a été déclenchée beaucoup plus tôt que nous l'avions prévu. On a perdu, je dirais, 3 ou 4 mois de travail, de préparation politique, vu que nous avons fait tomber le gouvernement fin novembre plutôt qu'en mars ou avril. C'est un vote budgétaire. Et donc, une bonne partie de notre programme de travail a dû être passé à la trappe puisque nous avons dû passer à la campagne électorale beaucoup plus tôt que prévu. Mais ceci dit, la campagne de 2004, là, je ne travaillais pas donc au niveau de l'élaboration des politiques de la campagne, j'avais un rôle opérationnel dans la campagne 2004. Oui, il y avait un plan de couverture de médicaments dans cette plateforme-là que nous avions tâché d'attirer l'attention. C'était surtout une mesure défensive par rapport aux attaques sur notre agenda, notre programme. Et après l'élection, toutes nos analyses ont montré que ça n'avait eu absolument aucun effet. Les gens ou bien ne savaient pas que nous en avions parlé de la couverture des médicaments, ou bien ils en avaient entendu parler, mais ils ne pouvaient pas l'expliquer, comment ça les aurait affectés, ou bien ils comprenaient ça, ils pouvaient l'expliquer, mais ça n'avait aucun impact sur notre défense contre les attaques qui étaient adressées au Parti conservateur. Donc, ça n'a pas vraiment fait partie des grands débats de politique pendant cette campagne-là. Monsieur Stephen Samis, pour une question d'Arlen à l'égard de Stuart Soroka. Quant à
Suite à la position fédérale de l'accord de 2014, les 3 provinces les plus à l'ouest semblaient s'intéresser aux opportunités d'innovation et de transformation, c'est-à-dire les provinces qui travaillent ensemble pour innover et transformer leur système. Qu'est-ce que nous savons, d'après vos recherches, qu'est-ce que nous savons de l'humeur du public à l'égard de l'appui aux initiatives de transformation en santé? Monsieur Stuart Soroka. Question délicate. Nous avons donc un corpus de questions individuelles au sujet de type individuel de transformation, surtout reliées les grandes questions comme, par exemple, d'après vous, est-ce que c'est important de réduire les temps d'attente, est-ce que c'est important d'avoir plus de médecins, ou reliées aux questions de privatisation. Je crois que nous n'avons pas vraiment d'idée, disons, de la disposition à accepter les ressources, les réformes en général. On peut interpeller, on peut dire, bon, les gens s'inquiètent de plus en plus de l'avenir du système de santé. Cette inquiétude à l'égard de l'avenir du système de santé rend sans doute le public davantage disposé à envisager d'autres options. Donc là, c'est une extrapolation par rapport à ce que nous savons à l'égard par exemple, de la mesure dans laquelle les gens sont disposés à envisager la privatisation. Donc, plus nous sommes inquiets face à l'avenir, plus nous sommes disposés, par exemple, à envisager les tickets modérateurs, les frais d'utilisation, la privatisation. Je suppose qu'il serait raisonnable de soutenir que plus on est inquiet face à l'avenir, plus nous sommes ouverts à n'importe quelle innovation, quelle qu'elle soit, plus nous sommes accueillants à l'égard des efforts en vue de changer le système et plus nous sommes disposés à envisager ces changements. Mais là, nous spéculons. Nous basons sur des questions qui sont vaguement reliées à ce problème, pas directement. Monsieur Stephen Samis, encore une question pour Stuart Soroka. Quand vous menez une enquête, celle que vous avez évoquée aujourd'hui, est-ce que vous demandez aux répondants dans quelle mesure ils connaissent le système de santé? Est-ce que vous pensez que ça fait une différence sur certaines questions? Monsieur Stephen Soroka, il y a toute une industrie dans la psychologie politique qui s'intéresse à la question de la manière de saisir le savoir, la connaissance politique en général même. Mais on ne sait pas très bien comment. Il y a tout un débat. D'abord la connaissance politique en général et puis la connaissance des politiques en particulier. Afin que vous puissiez poser des questions factuelles, voir si les gens donnent la réponse ou bien vous pouvez demander une auto-évaluation de la connaissance. Dans les deux cas, c'est dur. L'auto-évaluation, en général, n'est pas fiable. Les gens ont tendance à surestimer, certains types de répondants ont tendance à surestimer leurs connaissances. Alors, ça c'est problématique. Et puis, les questions factuelles, c'est difficile de poser les bonnes questions factuelles qui recoupent les bonnes informations que les gens doivent posséder. Bon, on peut demander, dans les questions de santé et bien-être, là, on peut parvenir à débusquer les connaissances, mais ce que les gens connaissent du système de santé, des politiques en matière de santé, c'est assez difficile. Alors, une réponse, encore une fois, assez prolixe pour dire, nous essayons parfois de mesurer le savoir, le degré de savoir en général. Mais la connaissance des politiques en matière de santé, en particulier, c'est beaucoup plus difficile. Nous supposons, souvent nous nous basons sur l'expérience pour déterminer, dans quelle mesure, c'est-à-dire quelqu'un a utilisé le système de santé, on en déduit dans quelle mesure il en a une connaissance, mais c'est imparfait. Monsieur Stephen Samis. Pour Ian Brody, vous avez dit que avant l'élection de 2006, il y avait un déficit de confiance, vous avez dit, je crois, à l'égard du gouvernement fédéral à ce moment-là, du gouvernement fédéral actuel qui était à l'opposition à ce moment-là par rapport aux libéraux qui étaient au pouvoir. Alors David pose la question. En parlant de ce déficit de confiance qui s'appliquait au gouvernement fédéral en 2004-2006, la capacité de réformer la santé, pensez-vous que ce déficit s'est amenuisé depuis que le parti est au pouvoir? Pensez-vous qu'il y a davantage de confiance maintenant à l'égard du gouvernement fédéral en vue de la réforme du système, plus qu'avant ou non? Monsieur Stuart Soroka. Bon, je vous dirais d'abord que depuis que j'ai quitté le cabinet du Premier ministre, en juillet 2008,
pas eu connaissance des sondages internes du parti. La seule façon, le seul ensemble de données complet, il n'existe pas d'ensemble de données complètes, systématiques, hors du parti, des sondages internes du parti. Donc là, je spécule à partir de données tout à fait inadéquates et des sondages très épisodiques réalisés par les sondages d'opinion pour produire des résultats qui pourraient intéresser les quotidiens, qui portent sur des questions semblables à celles-ci. Donc, mon degré d'incertitude est très élevé. Moi, je supposerais que la réponse serait probablement non. Ce genre d'attitude des divers partis à l'égard du public en général, ce genre d'opinion, de perception ne change pas beaucoup au fil du temps. Par exemple, si vous considérez certains des sondages récents qui demandaient aux gens de décrire, par exemple, quels mots attribueriez-vous aux différents partis? Le Parti libéral a toujours des évaluations négatives et positives qui reflètent tout ce que j'ai vu d'après les sondages privés du parti en 2005, 2006, 2007, 2008. Et même en 2006 et 2008, les perceptions de base des points sur lesquels on peut et on ne peut pas faire confiance au Parti conservateur n'avaient pas beaucoup changé, même en 3 ans au gouvernement. Je ne suis pas sûr que quiconque m'ait dit que cela ait beaucoup changé depuis que je suis parti. Il y a très très peu d'informations publiques disponibles qui ne m'amènent pas à croire que les choses ont beaucoup évolué. Ce qui s'est produit, c'est que la sensibilité des gens à l'égard des problèmes de santé a augmenté ou a diminué au fil du temps. Et dans la mesure où les questions économiques ou les autres questions semblables sont importante aujourd'hui, il ne fait aucun doute que la compétence de base perçue du Parti conservateur par rapport au parti d'opposition, et le Parti conservateur en tire avantage chaque fois qu'il s'agit d'une question au premier rang. Monsieur Stevens, une question que surtout à l'égard de Monsieur Stuart Soroka. Vous parlez constamment, les deux intervenants ont parlé donc des temps d'attente et de l'expérience personnelle. Mais Stuart Soroka a signalé que les médias semblent avoir une influence importante au niveau extra-personnel. Comment les Canadiens peuvent-ils être informés des aspects non personnels, extra-personnels du système? Les défis au niveau de la coordination des services communautaires, les transitions de soins entre les soins aigus, les soins à long terme, les soins communautaires, etc. Comment pensez-vous, dans quelle mesure les gens comprennent-ils ces problèmes au niveau du système et comment ont-ils tendance à se former une opinion? Monsieur Stuart Soroka, cette expérience extra-personnelle est presque invariablement reliée au contenu médiatique. Et il faut noter que on a tendance, quand on parle des effets des médias, l'effet des médias, de penser aux journalistes qui écrivent un article qui dépeint une opinion biaisée du système et qui biaise l'opinion publique, et c'est ça l'effet des médias, qui crée donc une opinion publique basée sur quelque chose qui n'est pas exact. Mais c'est pas ça que j'entends quand je parle des effets des médias. J'ai essayé d'en parler un petit peu à la fin de ma présentation. Ce dont je parle, ce sont des informations qui viennent des médias, qui pourraient être totalement correctes. En fait, je soupçonne que une bonne partie de ce que les gens apprennent dans les médias, à l'heure actuelle, est correcte. C'est-à-dire que, il y a des temps d'attente qui s'allongent, il y a des problèmes reliés au temps d'attente, des problèmes reliés au nombre à l'effectif des médecins. Ça, c'est sans doute exact. Et il tire cela des médias. Donc la meilleure façon, ou la seule façon peut-être de nous faire une idée de cette expérience extra-personnelle, ce sera par le contenu médiatique. Alors le problème pour les responsables des politiques consiste à déterminer comment gérer au mieux le contenu médiatique, c'est-à-dire comment faire passer les informations importantes, les informations qui sont importantes selon les responsables politiques, faire passer dans les médias pour que les gens puissent acquérir ces informations.
Il y a toute une industrie, bien sûr, qui porte sur cela. Et c'est assez difficile, mais c'est essentiellement, je pense, en dernière analyse, de quoi il s'agit au niveau des responsables politiques et de l'expérience extra-personnelle. Il s'agit de reconnaître que, bon, l'élaboration des politiques en matière de santé est un effort d'élaboration politique et aussi un effort de communication. Monsieur Stephen Sammis, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir répondre aux questions restantes. Nous allons essayer de les transmettre à nos intervenants par la suite. Si vous voulez lire le rapport du professeur Soroka, visitez notre site web www.fcrss.ca. Vous y trouverez son rapport et son résumé des attitudes des Canadiens. Je vous rappelle que la prochaine séance aura lieu le 13 juin. Nous allons entendre Livio De Matteo de l'Université Lakehead, qui a modélisé la durabilité du système de santé du Canada, tous les systèmes provinciaux jusqu'en 2030, et avec des résultats assez décourageants. Et Don Drummond, qui va répondre au professeur Di Matteo. Don Drummond a récemment publié un rapport marquant sur la durabilité des soins de santé en Ontario, services gouvernementaux en Ontario pour le gouvernement provincial. Pour tous les détails sur l'inscription des téléconférences futures, visitez notre site web encore une fois. Nous vous encourageons, si vous n'êtes pas encore inscrit, à vous inscrire pour notre bulletin électronique AFCRSS qui vous permettra de vous tenir au courant de toutes nos activités. Je vous remercie, Stuart Soroka, Ian Brody, nos deux intervenants cet après-midi, qui nous ont fourni des éléments de réflexion très intéressants sur un sujet qui est toujours près du premier rang des préoccupations des Canadiens en matière de politique publique. Merci d'avoir été des nôtres et merci à vous tous qui y avez participé. Mesdames et messieurs, la téléconférence est terminée.